Alors vous allez devoir me supporter, donc je vais essayer de faire vite aussi pour regagner un petit peu de temps. Donc on passe à la suivante. Donc la présentation qui était celle initialement prévue. Voilà, donc sur la biodiversité, sujet sur lequel nous travaillons en équipe. Certains sont ici d'ailleurs du projet, nos amis de l'Espagne et du Portugal, du Douro et du Penedès. Nous avions une réunion avec nos collègues du CIVC sur ce sujet hier. Et bien sûr, l'équipe, certains le connaissent, Martin Van Elden, qui avait intervenu lors du workshop sur la biodiversité, avec sa collègue Josefa Genser. Donc c'est un projet effectivement européen qui va majoritairement alimenter cette réflexion. Alors, quelques mots quand même sur... on a beaucoup parlé de développement durable appliqué à la viticulture. Sur le concept tel qu'il a été formalisé au sein de l'OIV, avec une définition et un guide. Je sais que le site est en cours de restructuration, mais vous avez un guide que vous pouvez trouver sur le site de l'OIV, en tapant sur Google OIV. Et donc, effectivement, j'avais eu l'occasion de coordonner cette démarche. Donc, c'est une approche globale à l'échelle des systèmes de production et de transformation des raisins, qui associe à la fois la pérennité économique des structures et des territoires, l'obtention des produits de qualité, bien sûr, c'est un prérequis. La prise en compte des exigences d'une viticulture de précision, c'est pas simplement mettre des GPS partout, mais c'est aussi peut-être adapter, pour ce qui est le cas de la Champagne, en fonction du parcellaire. Il y a des parcelles peut-être qui doivent être traitées, d'autres pas, pour prendre un exemple concret. La santé des consommateurs, et puis qui intéresse plus directement une partie de notre sujet d'aujourd'hui. Au fond, la viticulture durable, c'est dire qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Donc il faut éviter de leur laisser des problèmes environnementaux, parfois sur du long terme, et en même temps leur laisser un patrimoine. Sachant que la consommation de vin, ce n'est pas un acte alimentaire comme les autres, c'est un acte culturel. Donc cette culture s'appuie effectivement sur un préconditionnement culturel que nous avons au cours de notre jeunesse, avec des aspects historiques, donc avec des aspects également associés à une très grande diversité culturelle autour du vin. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des publications, il y a un bon exemple en bas, de nombreuses publications d'ouvrages sur le vin. Donc c'est aussi la prise en compte de ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire la valorisation des aspects patrimoniaux, qu'ils soient historiques, culturels, écologiques et paysagers. Donc c'est à la fois une notion éthique par rapport à l'ensemble de la planète, et également une notion par rapport à nos descendants viticoles, du monde viticole, qui pourront s'appuyer là-dessus pour perpétuer effectivement la culture du vin, qui est le moteur de la consommation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a formalisé il n'y a pas très longtemps, donc de 2011, ça a été voté effectivement au niveau de la dernière Assemblée Générale, donc le terroir. Donc le terroir, pour faire vite, c'est bien sûr la dimension physique. On a des particularités climatiques, de pédologie, ce qu'on appelle la géomorphologie, donc la pente par exemple. Donc ça confère effectivement un produit original. La Champagne est un très bon exemple. Mais le terroir inclut aussi ces fameuses externalités, donc des caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, mais également du paysage et de la biodiversité. Donc tout cela, effectivement, est important. Et là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup insisté et avec un peu de mal, j'ai réussi à faire passer ces notions. Alors, donc à partir de ce terroir virtuel, on voit bien qu'on a d'une part, bien sûr, des aspects environnementaux liés à la durabilité à l'échelle de l'exploitation de la cave. Et puis, de plus en plus, la préoccupation au niveau de ce qui se passe au terroir, depuis, bien sûr, la gestion du ruissellement, l'érosion, réduction des intrants par une lutte intégrée, les paysages également et la biodiversité. Alors, cette biodiversité est apparue vers les années 80, a été formalisée au niveau de la conférence de Rio par une variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Donc ce n'est pas simplement la diversité des animaux, des espèces, mais c'est aussi leur mode de fonctionnement que l'on intègre dans la biodiversité, comme le souligne l'évêque.
Donc les risques tels qu'ils avaient été soulignés au niveau d'une conférence qui s'était tenue là-dessus à Paris en 2005 pour l'agriculture, bah, ça peut être déjà la perte de pollinisateurs. Hein. Si demain on n'avait plus d'abeilles ou d'autres pollinisateurs, s'il fallait le réaliser artificiellement, ça ne serait pas sans problème, je pense. C'est un service gratuit dont on ne se rend pas forcément bien compte. Et puis des pertes de diversité intraspécifiques, hein, donc au sein des espèces, parce que c'est vrai que la sélection du coup a privilégié certaines espèces qui sont intéressantes à un moment T, mais qui nous dit que dans 10 ans, dans 20 ans ou dans un siècle, ces espèces ne seront pas intéressantes. Le meilleur exemple que l'on ait, c'est imaginons qu'on ait eu disparition de toutes les espèces américaines avant le phylloxéra. Quid des solutions pour se sortir de ce phylloxéra en Europe, hein, c'est parce qu'on a su retrouver des variétés qui à l'époque, enfin des espèces plutôt qui n'étaient pas forcément intéressantes, mais c'est elles qui nous ont permis effectivement de pouvoir lutter contre le phylloxéra. Donc ce n'est pas ce qui se passera dans 50 ans, un siècle, 2 siècles ou 3 siècles. Alors cette biodiversité, qui parfois d'ailleurs pose des problèmes, est reprise au niveau donc réglementaire, hein, sous forme de directives, oiseaux, intérêts floristiques, faunistiques, et tout cela étant regroupé au sein du réseau Natura 2000. Donc c'est une forme de zonage écologique de l'ensemble de l'Europe qui est en cours de finalisation. Donc l'idée, c'est une idée qui me tient à cœur, c'est que le terroir, donc c'est pas simplement un support physique, mais c'est le support d'un écosystème culturel. Hein, donc écosystème parce que c'est un milieu vivant, et c'est un milieu dit anthropisé, pour lequel l'homme eh bien, a fait des choix de culture, des choix de mode de conduite, et ce qui nous amène d'ailleurs la très grande diversité des paysages. Alors un des aspects bien sûr, d'un point de vue agronomique, c'est ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle, hein, au sens viticole, c'est-à-dire que ça a été mis en évidence notamment par mon collègue Gilles Santenac, le fait que par exemple quand on traitait avec des insecticides non ciblés, on détruisait les typhlodrames, et du coup on avait apparition effectivement d'acariens. Donc là il y a tout un enjeu pour essayer de réguler la biodiversité dans un sens favorable. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que chaque écosystème est différent, et donc il faut pratiquement faire une thèse pour chaque secteur viticole. On a parfois, pour avoir cette ouverture internationale du workshop, des applications un peu plus surprenantes, mais qui sont utilisées d'ailleurs par les aéroports. Donc c'est l'utilisation de rapaces que utilisent nos collègues américains ou néo-zélandais, plutôt que de mettre des filets. Donc on s'arrange pour maintenir des rapaces sur des zones viticoles, de manière à chasser les oiseaux, qui sont très problématiques hein, dans certains vignobles, soit des vignobles isolés, mais en Nouvelle-Zélande c'est souvent le cas. Donc, effectivement, cette diversité est très importante. Hein. Ce sont des millions et on est loin de connaître encore l'ensemble des espèces dans le monde, qu'il s'agisse des oiseaux et encore plus dès qu'on va vers l'infiniment petit. Donc, l'idée, ça a été, à partir d'une collaboration avec l'équipe de Marten van Helden, et un travail qui était réalisé chez nous depuis plusieurs années sur le paysage, avec notamment Karine Herbin qui interviendra tout à l'heure. Donc de pouvoir, sur certains sites, intégrer à la fois une vision paysagère et de voir comment ces aménagements paysagers pouvaient avoir des conséquences au niveau de la biodiversité. Et donc cela a été réalisé sur différents sites, donc au Portugal dans le Douro, l'Ariora, en Espagne et le Penedès, donc Costières de Nîmes, Limoux, donc Saint-Émilion pour la France, et puis également Saumur-Champigny qui est un site de démonstration, et va probablement s'intégrer effectivement la Bourgogne et la Champagne en tant que région associée. Donc tout cela, évidemment, je passe rapidement parce que c'est un sujet complexe. Vous pouvez trouver les informations pour ceux qui s'intéressent à ce sujet sur le site biodivine.eu, en français, anglais, portugais et espagnol. Donc vous avez effectivement beaucoup d'informations, des interviews de professionnels, d'experts. Donc on essaie de faire un site qui soit très, très agréable. Donc une des premières approches, c'est de travailler sur la cartographie. La cartographie, on a une base de données européenne de couverture des sols, Corinne Landcover, qui nous donne effectivement la couverture du sol un peu partout en Europe. Et c'est vrai que
de regarder ce qui se passe au niveau des vignobles, c'est très intéressant de comprendre qu'un vignoble, certains vignobles vont être, on va dire, relativement intensifs sur certaines zones, ce qui peut être le cas de la Champagne et de la Bourgogne, puisqu'on privilégie effectivement les zones de pente. Par contre, d'autres vont être beaucoup plus dispersés et entourés d'espaces naturels. Donc c'est vrai que c'est une première approche qui est effectivement assez intéressante. Ah, c'est passé. Et ça permet ensuite même d'aller de manière plus fine, ça c'est le travail de nos stagiaires, avec du relevé de terrain complémentaire et par des démarches de type système d'information géographique, jusqu'à la caractérisation fine et qui peut permettre d'envisager la plantation de haies à tel endroit, l'enherbement, etc. Donc la cartographie est un outil précieux, complémentaire au terrain, bien évidemment, ça c'est important, mais qui peut permettre effectivement d'orienter des aménagements. Alors, le cœur du projet, c'est la mesure de cette diversité par une méthode qui a été développée par Martin Van Helden à partir de techniques développées en Australie. Donc, l'idée, c'est de mettre des systèmes de panneaux ou des rampants qui, par une identification, donc qui ne va pas jusqu'au niveau de l'espèce, mais jusqu'à des proximité morphologique, donc on crée un peu des typologies morphologiques, et à partir de là, on peut quantifier sur une zone et comparer plusieurs zones au niveau du vignoble en intégrant éventuellement des zones d'espace naturel. Donc ça a été développé sur l'ensemble des sites, ça l'est en Bourgogne, ça va probablement l'être également en Champagne. Donc ça permet effectivement de quantifier. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur les mammifères, donc on est en train de regarder l'intérêt d'utiliser des caméras nocturnes. Et puis, dans les enherbements, de privilégier aussi des graines locales. Et là, c'est vrai qu'on a un appareil qui permet, genre rotofilm mais adapté, qui permet de récupérer des graines que l'on peut trouver dans des milieux naturels. Donc tout cela est en cours de développement. Le projet a démarré il y a 1 an. Donc l'idée, c'est effectivement, au final, de renforcer les supports de biodiversité, tout en intégrant, bien sûr, les contraintes pratiques, économiques, agronomiques. Et à terme, ce qu'attend de nous l'Europe, ce n'est pas simplement une validation sur les sites en cours, mais d'assurer la promotion, peut-être par une charte opérationnelle, au niveau de l'ensemble de l'Europe. Et pourquoi pas, certains pays hors Europe sont également intéressés par notre démarche. Voilà, donc remerciements à tous ceux qui ont participé, et j'ajouterai Benjamin Porte qui vient de rejoindre l'équipe depuis peu de temps, qui est ici. Donc les collègues qui assurent l'animation, le travail scientifique au niveau des différentes régions. Et je terminerai par une citation qui me paraît intéressante de Patrick Blandin, qui disait que par la biodiversité, par le jeu de multiples rapports tissés entre les hommes et leur environnement, et constitutif de leur culture, la biodiversité, mémoire de l'évolution de la vie, dont les hommes sont une des composantes, et mémoire pour l'homme lui-même. Donc c'est une expression un petit peu humaniste par rapport au rôle de la biodiversité dans ce défi qu'a surmonté l'homme au quotidien. En tout cas, merci pour votre attention.